Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour Laurent. Je précise que vous n'avez pas dit dans mon CV effectivement que je connais Laurent Hauth depuis 45 ans, à peu près, et 3 mois je crois. Bonjour Laurent. La lutte contre la pauvreté, c'est quelque chose d'ancien en France. La pauvreté a toujours existé, mais elle trouve sa source dans la France moderne, dans la grande loi de lutte contre les exclusions 1998. Elle est connue sous la forme que vous connaissez tous et toutes, qui a été les plans pauvreté, qui sont assis sur la durée du mandat du président de la République et qui, on le voit, ont connu une continuité sous des gouvernements de gauche comme de droite. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, son premier mandat, il a souhaité transformer les plans pauvreté en stratégie pauvreté. D'une part, en fixant 5 axes stratégiques, j'y reviens dans un instant. Deuxièmement, en nommant un commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès de chaque préfet de région. Et troisièmement, en essayant de donner une impulsion à cette lutte contre la pauvreté qui a du mal, on le voit bien puisque la pauvreté ne recule pas en France, en dotant les commissaires d'une enveloppe financière assez importante. Les 5 axes en question sont les suivants. Le premier, c'est la lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté. On l'a vu à travers ce film, la pauvreté, c'est une forme aujourd'hui, hélas, de déterminisme social qui fait qu'on dit, mais ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, qu'il faut 6 générations en France pour sortir de la pauvreté. Autrement dit, jamais. Et donc je trouve bien qu'on travaille pour la génération future, notamment avec les caisses d'allocation familiale, l'éducation nationale et évidemment tous les interlocuteurs publics et associatifs engagés dans ces actions. Le deuxième axe, c'est l'autonomie des jeunes. En Occitanie, le taux de pauvreté de la jeunesse est de 29%. C'est le premier public pauvre en France. Et donc, l'autonomie des jeunes, c'est quelque chose qui est important, qui se traduit évidemment par leur insertion sociale et professionnelle. Je ne donnerai qu'un seul exemple, ce qu'on appelle les jeunes NEETs, c'est-à-dire ni en emploi, ni en formation, ni à l'école, sont 80 000 en Occitanie entre 16 et 28 ans. On pense bien entendu, par exemple, mais ça n'est qu'un des profils de NEETs, à ces garçons qui jouent aux jeux vidéo à longueur de journée, au grand détriment de leurs parents. Le troisième axe, c'est l'accès au droit. Sujet immense. On en parle d'ailleurs dans le colloque aujourd'hui, en parlant de médiation, notamment sur la médiation sociale. L'accès au droit, c'est d'abord le non-recours au droit. La Cour des comptes estime que jusqu'à 30% des personnes qui pourraient avoir, par exemple, le RSA ou l'allocation adulte handicapé n'y ont pas recours. C'est également les questions de discrimination. Une des personnes dans la vidéo le montrait, c'est-à-dire des refus de soins ou des refus de la part des services publics, de la part des logeurs, de la part des employeurs, donc refus de droit. L'accès au droit, c'est quelque chose qui va très loin, c'est pas simplement la revendication des droits, c'est aussi l'accès au logement, à l'hébergement, l'accès à la culture, l'accès à l'école, etc. Donc, inutile de citer la multiplicité des institutions avec lesquelles je travaille sur ce sujet, qui est un sujet effectivement très, très important et qui, au-delà même des guichets auxquels on peut penser, pose évidemment 2 problèmes. Le premier, c'est de plus en plus des guichets numériques. On demande aux gens de faire des démarches par informatique. Le défenseur des droits a écrit il y a quelques mois que c'était une nouvelle forme d'exclusion du public. Et puis la deuxième chose, c'est la multiplicité des acteurs. On n'arrête pas de se renvoyer le public en disant « c'est pas moi, allez voir le voisin ». Ça me fait penser à la maison des fous dans Astérix. Et donc les personnes se découragent, tout simplement parce qu'elles sont renvoyées d'un guichet à un autre. D'où un travail qu'on conduit avec les départements, les conseils départementaux, qui sont autour du premier accueil social inconditionnel de proximité, qui doit faire que, quelle que soit la porte sociale que franchit une personne, c'est à nous qu'il appartient de lui fournir une réponse et non pas de l'envoyer vers un autre guichet. Le quatrième axe, c'est la lutte contre les inégalités sociales de santé. Là, on voit poindre la question de la médiation en santé.
dont on parlera dans un instant. Et donc, sujet pour lequel je travaille en lien, évidemment, avec l'Agence régionale de santé ou les caisses primaires d'assurance maladie. Les inégalités sociales de santé, pour n'en donner qu'un seul exemple, et j'en suis désolé, ce ne sera pas un exemple ici dans les Pyrénées-Orientales, mais vous pourrez en faire la transposition. 70% des enfants de 3 ans ont déjà vu un dentiste, mais seulement 30% des enfants de bénéficiaires du RSA. Ça montre donc effectivement qu'on a un gros travail à faire sur ce sujet. Le 5e et dernier axe, c'est l'insertion sociale et professionnelle des publics les plus éloignés de l'emploi. Ce matin, sur France Info, on annonçait que le taux de chômage a encore baissé en France, qu'il est passé à 7,3% de chômage. Les entreprises sont en manque d'embauche, et pour autant, il y a un public en insertion qui ne trouve pas de travail. Alors, qui ne trouve pas de travail pour 2 raisons principales. La première raison, elle tient aux préjugés. On a tendance à considérer que quelqu'un qui est en insertion n'est pas employable, ce qui est faux. Il faut considérer que nul n'est inemployable et que le travail n'est pas ce que l'on a longtemps considéré en France un instrument de torture, le tripalium, mais au contraire le premier vecteur de l'insertion et de la reconnaissance. C'est d'ailleurs sur le travail qu'a fonctionné la France du plein emploi dans les années 50, 60, 70, dont on garde un souvenir un petit peu ému. Et il n'y a aucune raison d'imaginer que spontanément, il y aurait un équilibre entre l'offre de travail et la demande de travail, parce qu'il y a un certain nombre de freins. Et c'est le 2e obstacle, ce sont les freins à l'emploi, ce sont des freins liés à la garde d'enfants, liés à la mobilité, liés à l'illettrisme ou au français langue étrangère selon l'origine du public. Et donc, évidemment, tous ces freins rendent difficile l'insertion des personnes. En tout état de cause, le gouvernement, avec le projet France Travail, qui n'est pas une nouvelle structure, mais qui est simplement une réorientation de Pôle emploi au bénéfice des personnes en insertion, vise justement à essayer de faire tomber d'un côté ces préjugés défavorables et de l'autre côté les freins à l'insertion professionnelle. Alors, après cette première partie où je voulais rappeler globalement ma mission, donc vous le voyez, je travaille avec l'ensemble des services de l'État à l'échelle régionale et départementale, avec l'ensemble des collectivités territoriales. J'ai donc une convention avec les 13 conseils départementaux, ainsi qu'avec les 3 métropoles de Toulouse, Montpellier et Perpignan. Je travaille également avec tous les organismes de protection sociale, les CAF, la MSA, les CPAM, avec également donc, les organisations patronales et salariés, donc les syndicats, et puis avec les entreprises, notamment avec les clubs d'entreprises, donc les entreprises inclusives, celles qui sont décidées à s'engager pour embaucher des personnes éloignées de l'emploi, et naturellement avec le tissu associatif. Pour ça, j'ai une enveloppe d'environ 30 millions d'euros par an. 80% va vers les conventions avec les départements et les métropoles, et il reste 20% pour un certain nombre d'actions qui sont tournées, par exemple, mais ça n'est que quelques exemples, vers l'hébergement des femmes enceintes ou en maternité qui sont à la rue, qui sont, par exemple, pour les tiers-lieux alimentaires, pour les personnes qui sont en hôtel social, donc en hébergement d'urgence, et qui, évidemment, n'ont pas le droit de cuisiner dans les hôtels. Voilà, pour ne prendre que ces quelques exemples. La stratégie dont je viens de parler, elle se clôt demain, d'ailleurs. Elle se clôt puisqu'elle était assise sur la durée du mandat du président de la République 2017-2022. C'est le même avec un nouveau gouvernement pour la période 2022-2027. Et donc, je voulais vous dire 2 mots de la clôture de la première stratégie et des perspectives de la prochaine. La première stratégie donc, dont je viens de parler se termine. Demain, nous organisons à Carcassonne, à l'Odéum, il y a encore des places si des personnes souhaitent venir, même non inscrites, pour présenter les actions locales, puisque en dehors des actions nationales qui sont les mêmes partout, donc j'évoquais tout à l'heure premier accueil social inconditionnel de proximité,
Nous avons, avec les conseils départementaux et les métropoles, et les associations, bien entendu, à partir des contextes locaux, à partir des problématiques locales et des priorités locales, défini un certain nombre d'actions, dont une vingtaine sera présentée demain autour de 8 thématiques, comme par exemple l'égalité des chances à l'école, l'aide alimentaire ou la lutte contre les violences faites aux femmes, pour citer des exemples différents de ceux que je viens de citer tout à l'heure, de façon à pouvoir faire un bilan sur des bonnes pratiques dans un objectif de double décloisonnement, un décloisonnement géographique, parce que les 13 départements de cette immense région occitanique et grande comme la Suisse et la Belgique réunis ne se rencontrent pas suffisamment, donc c'est une manière de décloisonner le regard, et décloisonnement interprofessionnel, puisque si je prends l'exemple de la protection de l'enfance, autre sujet d'importance en matière de lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté, l'une des difficultés qu'on rencontre, c'est évidemment la multiplicité des acteurs et le saucissonnage des réalités. Voilà pour présenter rapidement la lutte contre la pauvreté. Alors, la raison de ma présence parmi vous aujourd'hui, j'ai mon chrono. La raison de ma présence parmi vous aujourd'hui, c'est que la question de la médiation fait pleinement partie de la lutte contre la pauvreté. Et les crédits France Relance qui ont permis de soutenir cette médiation en santé que vous évoquiez tout à l'heure et qui malheureusement a dû arrêter faute de crédits, donc ce sont des crédits de la lutte contre la pauvreté dont j'ai assuré la présidence du comité de pilotage l'année dernière. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est, alors là je le prends pour moi bien entendu, c'est que la stratégie vise à initier des actions pendant 1 an ou 2 qui ensuite doivent s'autofinancer. Alors quand je dis s'autofinancer, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire trouver des crédits de droit commun. Et donc, la même agence régionale de santé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui la représente aujourd'hui, qui a donné un avis favorable l'année dernière à ce que je finance cette action, n'a pas estimé souhaitable de la poursuivre cette année, ce qui est vraiment dommage. Donc, la médiation fait pleinement partie de la lutte contre la pauvreté, et la médiation, c'est à l'évidence un paradoxe. C'est un paradoxe parce que, évidemment, on peut se dire qu'elle est curieuse dans son principe, et en même temps, elle est indispensable. Elle est curieuse parce que, en toute logique, on ne devrait pas avoir besoin d'un intermédiaire pour l'accès à l'école, à la santé, aux services sociaux ou à la culture. Or, on se rend compte qu'en réalité, elle est indispensable pour 2 raisons. La première difficulté, c'est l'autocensure des publics dans les domaines que je viens de citer et sur lesquels vous aurez des ateliers cet après-midi. Et la deuxième difficulté, c'est la difficulté de la part des institutions elles-mêmes, des institutions publiques, à aller vers les publics. Cette difficulté à aller vers, elle-même est curieuse parce que, au fond, de financer des associations pour faire de la médiation, ça doit permettre d'amener les usagers, donc les personnes, vers les institutions, mais certainement pas se décharger des responsabilités des mêmes institutions publiques qui se contenteraient finalement, voilà, de faire en sorte que ce soit les médiateurs qui prennent en charge leur travail. Donc ça ne serait pas satisfaisant. Et donc, de la même façon que je finance un certain nombre d'actions, à partir de l'année prochaine, on va étendre à tous les travailleurs sociaux des associations, ce qui était offert jusqu'à maintenant aux seuls travailleurs sociaux des conseils départementaux, des formations donc interdisciplinaires, interprofessionnelles. Il y en a 6, je n'en cite que 3. L'aller vers, c'est vraiment quelque chose de très important, de sortir de son bureau pour retourner vers les publics. Le pouvoir d'agir, reconnaître que la personne est maîtresse de son destin, qu'elle est capable et qu'elle n'est pas enfermée dans sa pauvreté. Et puis le développement social local qui consiste à considérer qu'au-delà du traitement individuel des personnes, il faut aussi qu'on puisse passer à une logique collective de façon effectivement à considérer que la personne, elle peut mobiliser des ressources autour d'elle. Voilà quelques exemples. Alors, juste pour conclure, je reciterai ce terme de Robert Castel qui parlait de la désaffiliation. Pour lui, la désaffiliation, c'est la perte de liens sociaux dans le monde professionnel. Or, les publics très précaires
dont on parle aujourd'hui, effectivement, sont souvent très éloignés de l'emploi. Certains n'ont jamais travaillé, d'autres n'ont pas travaillé depuis très longtemps, ou fait des petits boulots, ou des emplois saisonniers, beaucoup ici, ou du travail au noir. Et puis la désaffiliation sociale, qui est aussi très importante, avec la stigmatisation, d'une part, la discrimination, on en a parlé aussi tout à l'heure, et puis le risque de l'assignation en résidence, c'est-à-dire de ne pas sortir de son quartier. Alors pour finir et conclure quelques perspectives, le ministre des Solidarités a fait une communication au gouvernement il y a 2 semaines pour définir les 4 axes de la nouvelle stratégie 2022-2027, dont l'un est très intéressant pour nous puisque c'est autour des grands précaires. Alors c'est pas étonnant puisque Jean-Christophe Combe était précédemment directeur général de la Croix-Rouge française et donc la Croix-Rouge est très engagée sur ce champ. Bien entendu, une continuité autour de la lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté, ce qu'il appelle l'investissement social. Une priorité aussi autour de France Travail, donc l'insertion sociale et professionnelle. Et puis la 4e et dernière, qui est quelque chose de très contemporain et qui probablement touche aussi une partie d'entre vous, une partie significative, c'est la question du changement climatique et énergétique, donc de la précarité climatique et énergétique. Voilà, je ne veux pas être plus long, je vous avais promis un quart d'heure, et sans plus attendre, je vais avec vous écouter la passionnante intervention de Laurent Hauth.